Je vais commencer avec des petits trucs pour faciliter la lecture qui sont, c'est des trucs un peu banals là, par rapport à ma liste, donc découragez-vous pas si vous dites c'est un peu évident tout ça, mais des petites astuces dont je tiens compte. Premièrement, la façon dont le texte est présenté va affecter la facilité de lecture. Par exemple, je vais faire un vote, ça va être plus amusant. Donc, je vais vous demander de voter si vous aimez mieux un texte justifié ou un texte non justifié. Justifié, ça veut dire que toutes les lignes ont la même longueur et que le texte est comme ça. Et non justifié, le texte est comme ça. C'était super clair comme, comme explication. Donc, disons, vous pouvez mettre un cœur si vous aimez le justifié et je vois que Zoom appelle ça un tada si vous aimez le non justifié, donc les petits artifices. OK, c'est une 100% d'accord avec... Attends, moi, je vais voter. Je vais être une personne contraire à que je vois vraiment 100% d'accord avec le fait de justifier le texte. Tout le monde, à peu près, statistiquement, préfère les textes justifiés s'ils trouvent ça plus beau, mais c'est plus difficile à lire. Est-ce qu'il y en a qui peuvent peut-être deviner pourquoi? Oui, Claire? Parce que justement, il y aurait plein d'espace entre les mots. Ah, ça, c'est intéressant. C'est vrai que les espaces sont différents. Ce n'est pas la raison principale. Moins de grip, peut-être. Je ne suis pas sûre comment interpréter ça. La raison, c'est que quand on finit une ligne et qu'on va à la prochaine ligne, ben, c'est difficile de savoir à quelle ligne on était rendu parce que toutes les lignes ont la même longueur. Donc, ça prend un petit peu plus de temps pour nos yeux de trouver la prochaine ligne. Vous vous rappellerez que quand on a appris à lire, on lisait avec un crayon ou un doigt là, pour pas que ça arrive. Donc, c'est plus difficile de lire un texte justifié. C'est la même chose si des textes en colonne, c'est plus long à lire parce qu'il faut plus souvent changer de ligne. Donc, ça, c'est un petit exemple. De toute façon, vous n'avez pas vraiment nécessairement de contrôle sur la publication, est-ce que c'est justifié ou pas, mais moi, je suis une des rares personnes qui envoie des lettres de motivation, des candidatures, etc., non justifiées pour faciliter la lecture, mais tout le monde préfère justifier, donc ça dépend qu'est-ce que vous préférez, mais quelque chose que j'ai trouvé important et qui est un peu du même style, c'est les italiques. Les italiques, c'est plus difficile à lire. Et je m'en suis rendu compte particulièrement quand j'ai commencé à lire en allemand. Et dès que c'est en italique, je lisais un roman qui a des sections en italique. Quand c'est en italique, je sautais la section tellement c'était laborieux de le lire. Pourtant, c'est la même chose, c'est juste en italique. Donc, un premier truc vraiment pratique que je vous donne, que j'ai commencé à faire, c'est d'exiger des revues. Je publie mes articles, de demander gentiment si on peut mettre le texte pas en italique. La raison pour laquelle je fais ça, c'est que le résumé d'un article, qui est presque toujours en italique dans les revues, c'est la partie la plus lue de votre article après le titre. Ça a l'air évident, là, mais moi, je trouve que c'est important de s'en rappeler. Et donc, si c'est la partie qui se veut invitante et agréable pour lire le texte, il faut que ce soit facile à lire. Donc, ma petite expérience, c'est que j'ai demandé à 2 revues, une fois que je reçois la correction des épreuves, de changer le texte pour pas qu'il soit en italique. Une revue a accepté de le mettre pas en italique. J'ai dit c'est pour faciliter la lecture pour les personnes dyslexiques et aussi juste généralement faciliter la lecture, rendre ça plus invitant. Donc, une revue a accepté de le faire pour mon article et une revue a dit il n'y a pas vraiment de raison pour qu'on fait ça en italique, on va changer notre politique pour tous les articles à venir. Donc, un premier petit truc pratique. Donc, quand je vous disais, c'est un atelier avec plein de petits trucs pratiques, c'est vraiment comme ça, là, des petites astuces. Pour faciliter la lecture, une évidence, d'éviter les acronymes, absolument. C'est vraiment, je trouve que c'est vraiment une paresse de l'écrivaine parce que nous, ça nous sauve du temps et de l'espace. Mais pour le lecteur ou la lectrice, ça ne sauve pas du temps parce que la personne doit se rappeler qu'est-ce que l'acronyme veut dire. Donc, ma proposition, c'est vraiment de les éviter à tout prix, surtout dans les résumés de votre texte. Aujourd'hui, je vais vous le mettre dans le chat, je citais des articles qui utilisent des acronymes pour sexual violence et sexual coercion. C'est 2 mots. Ça ne vaut vraiment pas la peine d'utiliser un acronyme. Et quand je le cite, je vous laisse voir dans le chat de quoi ça a l'air, mais j'ai remplacé toutes les SV par crochet sexual violence ou sexual coercion parce que si vous avez des acronymes, ça rend très difficile à citer et c'est vraiment plus désagréable
à lire. Sauf si, oui, donc là, je vois un commentaire de Janine super pertinent. Donc, l'acronyme ONU est mieux compris ou plus commun que Nations Unies. Donc, effectivement, si l'acronyme, tout le monde utilise cet acronyme-là et il est super connu, vous pouvez l'utiliser. Mais moi, je dirais aussi, si l'acronyme se lit bien oralement. Par exemple, moi, j'aimerais mieux ONU que ONG parce que ONU, ça se lit comme un mot. Donc, par exemple, en violence faite aux femmes, des fois, on va dire IPV, Intimate Partner Violence. C'est presque aussi long de lire les lettres que de juste lire Intimate Partner Violence. Personnellement, je n'utilise jamais l'acronyme parce que même si c'est bien connu, ça va arrêter votre lecture. Si c'est vraiment trop long, il y a déjà des gens qui me disent « Oui, mais moi, c'est l'ordre des… » Puis là, c'est un nom super long de même, ou tu sais, la loi sur telle affaire. Juste de référer la loi, l'ordre, le groupe, cet organisme. Donc, bien sûr, si vous n'avez pas le choix, vous pouvez l'utiliser de temps en temps, mais je vous invite à les limiter. J'ai un commentaire de Marianne. Qu'on cite des œuvres d'une autrice, avec beaucoup de citations, je mets l'acronyme. Ben, c'est juste que pour toi, c'est super facile de savoir de quoi tu parles, mais la personne qui lit, à moins que la personne connaisse extrêmement bien ou que l'ouvrage soit seulement sur ce titre-là, il faut toujours se demander, c'était quoi déjà l'ouvrage dont on parlait. Donc, un autre petit truc, et ça va aussi avec l'idée de ne pas utiliser des mots trop savants pour rien, surtout dans les résumés d'articles. Donc, une règle pour les articles scientifiques, c'est que le titre devrait être accessible à tout le monde. Le résumé devrait être accessible à des gens au bac dans n'importe quelle discipline, l'introduction aussi. Et puis après ça, la discussion peut être plus accessible à des gens dans votre domaine, à la maîtrise, peut-être. Donc, ça va comme de plus en plus étroit, mais le titre et le résumé, idéalement, il faudrait que ce soit accessible à tout le monde. Donc, hier, j'ai reçu un courriel de quelqu'un qui me demandait si, quand je parlais de la rédaction inclusive, je voulais dire à l'écrit et à l'oral, mais au lieu de me dire, est-ce que tu utilises ça pour vouloir dire à l'écrit et à l'oral, la personne me demande dans un courriel, est-ce que tu veux dire dans le code graphique et dans le code phonique? Donc, c'est correct, j'ai fini par comprendre ce que la personne voulait dire, mais je pense que quand on est dans le milieu universitaire, c'est bien d'apprendre à délaisser un petit peu ces choses inutilement compliquées. Est-ce que vous avez des commentaires, des réactions ou d'autres trucs même pour faciliter la lecture? Après, je vais passer plus dans des choses stylistiques. Excellent. Est-ce que peut-être faites un signe, une réaction quelconque sur Zoom si vous connaissez c'est quoi des Garden Path Sentences? Est-ce que ça vous dit quelque chose? OK, c'est là que je pense que OK, une personne. Ah non, c'est un nom, donc je ne connais pas. C'est là que je pense que ça va vous être utile parce que beaucoup du feedback que je donne sur les textes que je lis, y compris des gens très littéraires, des gens qui écrivent très bien, c'est sur des Garden Path Sentences. Je ne suis pas au courant d'une façon autre de le dire en français, donc je vais appeler ça de même et non pas des GPS. Je vais appeler ça Garden Path Sentence au complet. Alors, l'idée, c'est une phrase qui est grammaticalement correcte, mais qui ne va pas où est-ce que tu t'attends. Donc, tu lis la phrase à une vitesse normale et à un moment donné, soit tu t'arrêtes dans ta lecture parce que tu ne comprends pas où est-ce que la phrase s'en va, ou tu dois même retourner en arrière. Donc, c'est super difficile à comprendre sans des exemples. Donc, je vais vous donner plusieurs exemples et je vais prendre peut-être des volontaires. Est-ce des volontaires qui accepteraient de lire à haute voix des phrases? Et donc, j'en ai en anglais et j'en ai en français. Donc, une première en anglais. Est-ce que Claire, ça te va en anglais? Oui, désolé, ça va être un peu compliqué, mais je peux essayer. C'est juste, donc, c'est des phrases qui sont faites exprès pour donner un exemple, des phrases qui sont difficiles à lire. Donc, ce que je m'attends, c'est que vous allez la lire et que ça ne va pas marcher. Donc, c'est juste pour donner un exemple. Donc, l'idée, je vais le mettre dans le chat et l'idée, c'est de la lire tout de suite sans la pré-lire et pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne quand on essaie de lire une Garden Path Sentence. Donc, je commence avec un exemple extrême. Bonne chance. It sucks when I read as read and not read, so I have to read as read so I can read correctly and it can make sense. Et là, ça, c'est un exemple en blague que j'ai vu sur Facebook qui faisait la blague sur read et read,
qui s'écrivent pareil en anglais. Donc là, tu dis « It sucks when I read ». Là, tu dis que, voyons, ça veut rien dire. C'est « It sucks when I read as read and not read ». Donc, c'est juste un exemple un peu absurde, là, mais d'une phrase qu'il n'y a rien de pas correct dans cette phrase. Cette phrase est parfaitement correcte au niveau grammatical, mais elle est difficile à lire. Est-ce qu'il y en a d'autres volontaires pour d'autres lectures? OK, Jannick, je te mets une petite phrase. Celle-là, c'est un peu ambigu si c'est une garden path sentence ou pas. Donc, on va voir si ça marche ou pas. Donc, vas-y. Tandis qu'humanité est synonyme de bonté, animalité et bestialité renvoient à la cruauté. OK, donc ça, c'est une phrase que moi, quand je l'ai lue, j'ai trébuché. On ne le voit pas sur Zoom, mais bonté, animalité et bestialité est en italique. Donc, ça peut être lu de deux façons. On peut dire, tandis qu'humanité est synonyme de bonté, animalité et bestialité renvoient à la cruauté. OK, c'est sur le langage spécifique, ça, on comprend. Mais ça peut aussi être lu, tandis qu'humanité est synonyme de bonté, animalité et bestialité, renvoie à la cruauté et la phrase marche plus. Est-ce que vous commencez à comprendre un petit peu c'est quoi l'idée? La phrase est parfaitement correcte, mais si on avait écrit « humanité est synonyme de bonté », par contraste, ou cependant, animalité et bestialité renvoient à la cruauté, par exemple, ben là, on n'aurait pas cet enjeu-là. Et ça, c'est à peu près impossible de voir nous-mêmes nos garden path sentences pendant qu'on écrit. Ça peut être utile de les lire à voix haute, les faire lire à voix haute à quelqu'un ou laisser le texte de côté et y revenir. Moi, c'est surtout des phrases que je trouve dans les textes des autres parce que tu t'en rends compte que tu l'as lu de la mauvaise façon. Alors que toi, quand tu lis ton propre texte, tu sais où est-ce que tu t'en vas. Donc, souvent avec des énumérations, quelque chose qui a l'air d'une énumération, mais qui n'en est pas, ça peut donner un peu cette impression. OK, j'en ai une autre en anglais, si j'ai une volontaire. Je vais faire une dernière. OK, Mélanie, je te la mets, tu peux y aller. Oops, I convince her children are noisy. Donc, ça, c'est un exemple que tu peux lire. Si tu dis I convince her children are noisy, la phrase ne fait aucun sens, mais il faut la lire I convince her children are noisy. Donc, une meilleure façon d'écrire cette phrase, ça serait I convince her that children are noisy. Est-ce que vous voyez le garden path? Donc, la phrase, encore une fois, la phrase est grammaticalement correcte, mais elle ne s'en va pas où on voulait qu'elle s'en aille. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur les garden path sentences? J'espère que c'est utile, ça va rentrer dans votre vocabulaire, mais donc, c'est des phrases il y a quelque chose qui, c'est juste difficile à lire et au lieu de penser « Ah, j'ai mal lu cette phrase-là », il faut penser que cette phrase devrait être écrite d'une façon qui n'est pas aussi ambiguë. Donc, l'idée, c'est garden path, c'est que tu te perds dans le mauvais chemin. Comment t'écris comme garden, comme jardin? Oui, garden path, je vais l'écrire dans le chat. Et si vous allez là, sur Wikipédia, vous allez voir, il y a toutes sortes d'exemples, mais je trouve que c'est souvent des exemples que, comme francophones, mais c'est pas si facile à comprendre, mais c'est des exemples où un mot est à la fois un verbe et un nom en anglais. Et là, tu lis comme un verbe au lieu de lire comme un nom, et là, ça te confond. Mais en français, ça peut arriver juste des mots où il y a de la polysémie. Souvent, il y a des mots qui ont deux sens. Il y en a un qui est plus commun, mais tu utilises dans l'autre sens et ça t'amène à lire la phrase de la mauvaise façon, justement parce que peut-être un est un verbe, un est un nom, ou juste les deux n'appellent pas la même préposition, etc. Questions, commentaires? OK. Un autre petit truc de style, donc encore une fois, je me répète, c'est vraiment des petites astuces pêle-mêle. Un jour, peut-être, j'en ferai un article et il y aura une histoire derrière, mais pour le moment, c'est vraiment juste des petites listes. Donc, quelque chose qui aide, donc on est toujours dans aider la compréhension. Et là, ça va être une question, une astuce qui est de mettre proche les mots qui vont ensemble. Par exemple, le sujet et le verbe. Je vais vous donner un exemple, encore une fois en anglais, que j'ai lu dans un article que je lisais. Donc, je vais le mettre et je vais la lire également.
It further constructs rape as sexual miscommunication or misinterpretation of personal and intimate codes rather than as criminal conduct and as non-violent. Cette phrase, je ne sais pas si vous pensez comment, mais je trouve cette phrase très difficile à comprendre parce que le and as non-violent va avec constructs rape as sexual miscommunication and as non-violent. Mais le verbe qui va avec ce as non-violent est tellement loin qu'on a de la difficulté à suivre. Donc ça, généralement, là, si vous écrivez dans votre première langue, la plupart du temps, ça ne va pas poser problème, mais parfois, vous allez peut-être quelqu'un vous dire « j'ai de la misère à comprendre cette phrase » et souvent en français, on peut mettre différents éléments de la phrase dans différents ordres, mais parfois, vous allez constater que si vous mettez deux éléments vraiment trop loin, souvent c'est le sujet et le verbe, mais ça peut être autre chose, ça devient compliqué à comprendre. Donc, ça, c'est un autre petit truc. Maintenant, je passerai à des éléments un peu plus d'élégance et de style, mais ça va aussi participer à faire une meilleure compréhension. Et je vais également dire quelque chose sur l'exemple qu'on vient de voir. L'autre problème, pourquoi cette phrase est compliquée, c'est parce que le deuxième élément, en fait, le premier élément est plus long que le deuxième. Donc, un petit truc que je vous donne, quand vous faites une énumération, de faire attention à l'ordre dans lequel les éléments sont mis. Donc, je vais vous faire voter encore une fois entre deux formulations. Tous les exemples sont avec un lien avec les violences faites aux femmes parce que c'est mon domaine. Mais donc, voilà l'option A. C'est juste une énumération, ce n'est pas une phrase complète. Et voilà l'option B. Donc, je vous invite à voter dans le chat, écrire A ou B, celle que vous aimez mieux. Si vous n'avez pas de préférence, vous pouvez juste mettre ici. OK, j'ai une forte préférence à date. Tout le monde a voté pour le A. C'est un peu biaisé parce que les gens ont tendance à plus voter pour la proposition qui vient en premier. Donc, j'aurais peut-être dû le faire l'inverse, mais effectivement, c'est préférable de mettre le morceau de l'énumération qui est le plus long à la fin. Donc, moi, je fais toujours des énumérations de 3. Je vais vous dire pourquoi dans un instant. Et toujours mettre le morceau le plus long à la fin. Donc, ça, c'est un truc qui est tellement simple. Et contrairement à certains autres trucs, vous allez pouvoir vous corriger vous-même. Et ça va faire, je vous garantis, une grande différence dans la compréhension. Parce que si le long élément est au milieu, il faut comme qu'on le garde en tête plus longtemps pour réussir à conclure l'énumération. Ça fait juste une phrase mieux balancée. Donc ici, dans l'exemple que j'ai donné, les violences envers le ou la partenaire intime, c'est long. Et violences paternelles et abus de pouvoir, c'est plus court. Donc, on met cet élément à la fin. Des questions là-dessus? C'est super, ça fait un peu genre dictatrice, là, vous mettez l'élément le plus long à la fin. Évidemment, vous faites bien ce que vous voulez, mais c'est ça qui va, généralement, ça va faire quelque chose qui est plus élégant, plus facile à comprendre et que vous reteniez moins votre souffle quand vous avez moins de, comme le souffle court quand vous lisez l'énumération. Prochaine chose dont je veux vous parler, c'est le nombre dans une énumération. Donc, moi, j'ai une règle de 3. Je mets toujours 3 éléments dans mes énumérations, ou presque toujours. Un jour, je me suis surprise à écrire un texte où j'avais beaucoup d'énumérations de 2 et je trouvais ça très bizarre parce que ça m'arrive rarement. Et n'importe qui a écrit avec moi fait des énumérations de 3 à force que je les corrige. Même si j'ai juste 2 choses à dire, on met un synonyme. Donc, voilà la raison. Lorsqu'on fait une énumération de 2, ça donne une impression de dualité. Le bien et le mal, blanc ou noir, haut ou bas. Donc, ça donne une impression de dualité. Donc, c'est à utiliser quand vous voulez donner une impression de dualité. Donc, on peut être complice ou on peut combattre les violences faites aux femmes. Alors, je veux mettre l'accent sur la dualité. Mais si je dis, dans cet article, je vais vous discuter de telle chose, là, je vais en mettre 3 parce que 3, ça donne une impression de complétude. Il y a quelque chose de satisfaisant quand je dis, tu sais, le rouge, le vert et le noir, on dirait qu'on sait que c'est tout. Même si c'est absurde, il y a seulement 3 couleurs et ça donne une impression de complétude. Donc, mes articles sont presque toujours en 3 parties. Et quand je dis
il est absolument essentiel puis que je vais utiliser des synonymes. Des fois, on dit une chose en plusieurs mots pour comme appuyer. Ça va toujours en mettre 3, je ne vais pas en mettre 2. Donc, il faut absolument s'opposer à et combattre les violences faites aux femmes. Je n'écrirai pas ça. Vous voyez, ça sonne un petit peu bizarre, comme si c'était deux choses différentes. C'est-à-dire, il faut s'opposer, prendre des actions et combattre les violences faites aux femmes. Là, on dirait qu'on a un plan gouvernemental qui est complet. Donc, 2, une impression de dualité. 3, une impression de complétude. 4 ou 5 ou plus, ça donne une impression de multiplicité. Donc, si je veux donner l'impression qu'il y a beaucoup de choses, par exemple, les bénéfices de l'alimentation végane sont, je vais peut-être en mettre 4 ou 5 pour donner une impression de multiplicité. Mais si je dis, cet article va discuter qu'il faudrait adopter l'alimentation végane pour 3 raisons, mais là, je vais en mettre 3 pour donner l'impression que mon article a comme tout couvert. Donc, vous voyez la nuance un peu, si vous donner l'impression qu'il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup d'acteurs ou d'actrices impliqués, peu importe, là, je vous dirais d'en mettre 4 ou 5. Est-ce qu'il y a des questions sur cette petite règle? Ça, encore une fois, une règle qui m'est super utile et qui a beaucoup changé ma façon d'écrire. Et c'est une affaire de rien. Là, on pourrait nous l'apprendre dans un cours de style. Donc, bien utile. Oui, Laurent? Je me demandais si tu avais une opinion par rapport à l'utilisation du etc. Parce que ça fait réagir beaucoup les gens. Je pense qu'il y a beaucoup d'opinions très intenses sur l'acceptabilité d'utiliser un etc. À l'université. C'est intéressant. Non, moi, je n'ai pas une opinion forte. Ben, premièrement, il ne faut pas mettre notamment et etc. parce que ça veut dire la même chose. Moi, je mettrais un etc. dans une liste d'au moins 4. Encore une fois, sinon, ça donne une liste de 3 et un etc. C'est comme quelque chose qui est un peu paradoxal. Je ne trouve pas que c'est problématique. Personnellement, j'aime mieux le notamment parce que je mets notamment et là, je peux mettre 3 choses et ça donne je trouve que c'est comme plus élégant aussi. Un etc., ce n'est pas l'élément le plus long à la fin de l'énumération. C'est l'élément le plus court généralement. Mais je n'ai pas d'opposition à ça. Je ne vois pas vraiment de problème. Évidemment, si beaucoup de vos phrases utilisent un etc., ça donne l'impression que vous ne savez pas exactement, vous avez manqué d'exemples ou manqué d'idées, vous ne savez pas comme toutes, mais une ou 2 fois dans un texte, je n'y vois pas de problème. J'ai préférence pour notamment, mais ce n'est pas vraiment une... Ça peut aussi, faut aussi varier les phrases, donc peut-être qu'il y a une phrase avec un notamment, une phrase avec un etc. Juste de ne pas faire une redondance comme notamment, etc., 3 petits points. C'est un peu beaucoup. J'ai plus tendance à y aller avec les 3 petits points, justement parce que j'aime comment mes énumérations comme sonnent avec le nombre de syllabes. Et le etc., effectivement, ça fait c'est comme une fin un peu insatisfaisante. Excellent. D'autres petits trucs. Donc là, je pense que c'était mes 2 trucs les plus utiles au niveau de la construction des phrases. Je vais continuer avec d'autres trucs qui sont peut-être un peu plus nichés, mais quand même utiles. Donc, plusieurs choses sur les prépositions. Encore une fois, vous me pardonnerez d'avoir surtout des exemples en anglais, parce que j'écris surtout en anglais, mais ça s'applique tout aussi bien. Éviter de répéter. Et là, je répète qu'on est toutes dans des choses qui sont grammaticalement correctes. Donc, c'est pas comme je dis, c'est pas correct, c'est pas grammatical d'écrire de même. C'est uniquement dans le but de rendre ça plus élégant. Donc, je vais vous inviter à éviter de répéter la même préposition 2 fois dans le même morceau de phrase. Donc, je donne un exemple. J'ai trouvé dans un de mes textes « The rhetoric of the privacy of the family ». C'est comme un of qui est peu satisfaisant. Donc, je pourrais mettre « The rhetoric of family privacy » à la place. Évidemment, là, c'est sûr que c'est mieux parce que au lieu de 2 prépositions, j'en ai une. Mais même si il faut que je garde 2 prépositions, je mettrais 2 prépositions différentes, juste pour moins mélanger le cerveau là, de où est-ce qu'on est rendu dans la phrase. J'en ai un autre exemple. Encore une fois, j'ai révisé des bouts de ma thèse récemment, fait que j'ai ramassé des exemples. Donc, je vous mets la version peu satisfaisante. The incident model is part of the problem of marginalization of partner sexual violence. Donc, on a encore une fois of. Et on a aussi is part of, qui est un peu lourd pour une raison qu'on verra dans un instant, mais que j'ai remplacé par the incident model participates to the marginalization of partner sexual violence. Et maintenant, on a une seule préposition et tout le monde est content. En anglais particulièrement, on va beaucoup essayer d'éviter un that.
Ça, c'est extrêmement comme... Des fois, on n'a pas le choix, mais c'est assez désagréable à lire. Donc, j'ai encore une fois un exemple que j'ai trouvé dans mon propre texte où on va utiliser 2 fois le that. Leaving aside the unfairness argument, what is interesting is that this case suggests that sexual history evidence, etc. Donc, essayez d'éviter éviter ça. Et généralement, on va préférer les verbes au nom. Donc, this case suggests, c'est mieux que this case makes the suggestion. Je vais y arriver dans une seconde. Mais ici, pour éviter les deux that, j'ai remplacé un verbe par un nom. What is interesting is the suggestion that. Et là, j'ai seulement un that. Toujours, donc, de la même façon, c'est ça. Donc, on va éviter généralement, moins de prépositions, c'est mieux, mais si vous pouvez éviter 2 fois la même. Donc, tantôt, j'ai corrigé une phrase de ma thèse où je disais « We conclude this chapter on social context on the idea that » et que j'ai changé pour « We conclude this chapter on social context with the idea that ». Donc, juste mettre une préposition différente. Un autre élément sur les prépositions, et ça, je vois beaucoup ce problème, entre guillemets. Des fois, je le fais moi-même, ça ralentit la lecture, mais des fois, c'est intéressant de ralentir la lecture. Donc, on peut le faire de façon un peu volontaire, mais d'utiliser une énumération de verbes qui n'appellent pas la même préposition. Donc, je vais vous mettre encore un exemple, parce que tout ça, on dirait que je fais un cours de grammaire, ce qui est comme un peu, pourrait être présumé un peu plate, mais je vais essayer donc d'illustrer encore une fois avec des exemples. Donc, je parlais dans ma thèse de « Studies which build on and refer to US literature ». Donc, vous voyez ce que je veux dire? « Build », ça appelle la préposition « on » et « refer », ça appelle la préposition « to ». Donc, au lieu de mettre « which build and refer to », que certaines personnes font, ce qui n'est pas correct, je suis obligée de mettre « build on and refer to ». Des fois, je vais le mettre pour justement ralentir la lecture, je vais mettre des virgules, puis je vais vraiment comme dramatiser le fait qu'il y a ces 2 verbes. Mais généralement, si je peux trouver des verbes synonymes où les 2 verbes appellent la même préposition, ça va être beaucoup plus satisfaisant. Donc, par exemple, si je dis leur rapport à et leur vision du projet, pas génial. Leur rapport et contribution au projet, mieux, parce que apport à, contribution à. Donc, ici, ce n'est pas des verbes, là, mais c'est des noms qui vont être complémentés avec une autre préposition qui est la même. Donc, si vous pouvez prendre chaque morceau puis mettre la même préposition, leur rapport au projet, leur contribution au projet, ça va bien dans une énumération. Leur rapport au projet et leur vision du projet, ça va moins bien dans une énumération. Encore une fois, quand je disais, on peut faire exprès de changer les prépositions pour un effet de style. Donc, encore une fois, dans un courriel que j'ai envoyé ce matin, I'm wondering if and hoping that all of this is useful. Donc, je ne peux pas mettre I'm wondering and hoping that, parce que tu ne peux pas wonder that, mais ici, pour mettre un peu l'accent sur le fait que j'espère que c'est correct, c'est ce que j'ai envoyé sur ma thèse, je mets justement cette différente préposition, mais de façon générale, l'éviter. Je sens que c'était un petit peu moins concret. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions sur cette stratégie? Alors, donc, vous allez voir, des fois, quand vous allez sûrement trouver des exemples dans vos propres travaux. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre énumération. Parfois, ça peut être ça. Autre truc de style, c'est les... Ah, je vais juste interrompre pour lire le chat. Excellent. Donc, salut Sarah. Donc, autre chose à garder en tête, c'est les noms zombies. Les noms zombies, c'est souvent des noms qui finissent en ion. C'est souvent des noms qui pourraient être des verbes, mais qui sont à la place des noms dans votre texte. Par exemple, je veux, avec cette thèse, faire une contribution à... et juste dire « je veux contribuer ». Généralement, c'est préférable d'aller chercher les verbes plutôt que les noms, surtout ces noms en ion.
Donc, ça va juste vous faire un texte qui est plus dynamique, plus actif si vous utilisez plus de verbes. Donc, j'ai noté des exemples où je mettais est une indication de, indique. Donc, vous pouvez le reconnaître, contrairement à d'autres trucs qu'on a vu plus tôt où c'est un peu difficile d'identifier. Ici, vous pouvez voir à chaque fois que vous utilisez des mots en ion, où il y a d'autres terminaisons, là, en anglais ment, M-E-N-T, vous pouvez vous demander, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de mettre un verbe ici? Et souvent, pourquoi c'est intéressant, c'est que souvent, dans le milieu académique, on va utiliser beaucoup de noms-zombies. C'est du jargon. On va utiliser des longs noms qui sont zombies. Je ne sais pas pourquoi c'est appelé ça de même. Je pense parce que c'est comme c'est mort dans ton texte, ça ne lui donne pas de vie. Et c'est ça, c'est vraiment lourd. Donc, par exemple, j'ai dit dans un de mes textes que le droit criminel avait une obsession avec telle chose et qu'on peut remplacer par obsède sur telle ou telle chose. Comme je le disais, l'exemple qui va être le plus courant, c'est mon projet fait une contribution, mon projet contribue. S'il y a des questions jusqu'à présent ou si vous voulez rajouter vous-même des astuces que vous avez en tête, c'est correct aussi. Pas de questions, excellent. D'autres éléments à vérifier et à garder en tête. Et si on a du temps plus tard, je vous montrerai comment j'ai un peu automatisé cette vérification, mais la longueur des phrases. Deux choses à dire sur la longueur des phrases. Une chose, c'est d'éviter les phrases trop longues. Généralement, au-dessus de 40 mots, c'est trop long. En anglais, on tolère des phrases plus longues, en français, on tolère des phrases plus longues qu'en anglais. Si vous écrivez en anglais, surtout si c'est votre deuxième langue, il ne faut pas céder à la tentation de faire des longues phrases à la française. L'anglais s'accommode vraiment mieux des courtes phrases. Plus de 40 mots, je dirais, si vous êtes vraiment confiante dans votre style et votre maîtrise de la langue, vous pouvez en mettre de temps en temps, mais on va essayer de ne pas en mettre à répétition. J'ai déjà lu des textes où à répétition, les phrases avaient 60, 70, 80 mots. Ça prend juste beaucoup de charge cognitive à lire. Et si on se rappelle que les gens vont lire votre texte peut-être rapidement, peut-être sur un ordinateur, mais aussi peut-être plutôt sur un téléphone. Donc, il faut être comme gentil envers les personnes qui lisent. L'autre chose sur les longueurs de phrases qui est peut-être un peu moins évidente, c'est l'importance de varier les longueurs de phrases. Généralement, moi, j'essaie de faire attention de ne pas avoir comme 3 phrases ou plus d'à peu près la même longueur qui se suivent. Donc, une phrase courte entre 2 phrases longues, c'est comme « wow », ça me fait comme vraiment apprécier la phrase courte. Mais si je mets 3 phrases courtes de suite, tout ça, qui ont le même nombre de mots ou presque le même nombre de mots, ça donne une impression de monotonie. Donc, ça, c'est autre chose que quand vous le relisez, surtout si vous relisez à voix haute, vous pouvez vous dire « OK, est-ce que j'entends que j'ai soit plusieurs phrases longues de suite, ce qui est juste difficile à comprendre, ou j'ai plusieurs phrases courtes de suite, qui peut être monotone. » Donc, vraiment essayer de varier les longueurs. Et pour m'amuser, j'avais fait un petit programme qui me mettait les phrases de mon texte de différentes couleurs selon leur longueur. Puis que si j'avais comme un gros bloc qui était tout la même couleur, ça voulait dire qu'il fallait changer. Donc, c'est tout simple. Si vous avez 4 courtes phrases de suite, vous en jumelez 2 et là, vous avez une meilleure variation. Pardon. Une autre chose à garder en tête, c'est les mots qui se répètent. Est-ce que c'est un logiciel qui existe? Je vois dans le chat. Non, c'est quelque chose que j'avais patenté pour m'amuser, mais je vais vous le montrer après si on a du temps, parce que ça peut vous montrer un petit peu les choses que je regarde quand j'édite un texte. Une chose à garder en tête, c'est la répétition. Donc, parfois, je constate que ce truc peut être utile pour la révision. C'est correct de réutiliser des mots. Évidemment, on n'a pas le choix. Des fois, il y a des mots qui se répètent et je tâche d'éviter, par exemple, si j'ai le mot important, des mots qui sont assez communs, mot important dans une phrase, je vais essayer de ne pas le mettre dans la deuxième phrase. Ça, c'est assez évident. Mais quelque chose qui est important à garder en tête, c'est que si vous utilisez un mot rare, donc pas nécessairement le sujet de votre recherche, ça va revenir tout le temps, ou des mots comme des aspects importants. Si vous utilisez un mot plus rare, plus soutenu, il faut lui donner de l'espace. Si vous utilisez un mot rare 2 fois dans le même paragraphe, même dans la même page, on va beaucoup plus le remarquer.
Donc ça, c'est quelque chose, des fois, il y a des gens qui ont un peu d'éthique de langage, juste des mots qu'ils aiment bien. Et eux, ça ne rendent pas nécessairement compte parce que c'est un mot que ces gens-là utilisent. Mais moi, quand je lis, je remarque tout de suite s'il y a un mot rare qui est utilisé 2 fois dans le même paragraphe ou dans la même page. Donc, autre chose à garder en tête. Et finalement, je n'ai pas eu le temps de vous trouver vraiment des bons exemples là-dessus, mais je ne pouvais pas ne pas en parler parce que c'est un de mes trucs préférés. Je vais voir si j'arrive quand même à l'expliquer comme du monde. Le parallélisme. J'aime ça, moi, quand les phrases il y a comme du parallélisme entre les objets. Par exemple, si on fait une énumération, on peut mettre dans l'énumération des noms et des verbes. On met dans l'énumération soit que des noms, soit que des verbes. Donc, c'est ça que j'appelle le parallélisme. Et parfois, on va avoir des phrases dont la construction se répète. Par exemple, en première partie, nous évaluerons l'enjeu A. En deuxième partie, nous évaluerons l'enjeu B. Ça, c'est un parallèle. Donc, des phrases ou des bouts de phrases qui se ressemblent dans la construction. Donc, ça, je trouve ça bien. Je trouve que ça aide vraiment à la compréhension. Et j'aurais aimé vous trouver plus d'exemples là-dessus, mais minimalement, faites attention à vos énumérations parce que quand je lis des énumérations, ou ça peut être des puces, des bullet points aussi. Si vous faites des puces, il ne peut pas y avoir une qui commence par un nom et une commence par un verbe. C'est très peu satisfaisant. Et je vous invite à porter attention aussi à vos titres. Donc, si vos titres sont la conception de telle affaire, faites d'autres titres qui sont aussi des groupes nominaux. Ou si votre titre, c'est explorer X, ben, le prochain titre qui soit également un verbe. Donc, un petit truc de parallélisme, c'est juste plus satisfaisant et ça donne encore une fois une impression comme de complétude, que tout va bien ensemble. Questions, commentaires? Je vais vous donner quelques petites astuces pour vous relire, mais ce n'est pas l'emphase de mon atelier. Puis ensuite, pour celles qui veulent rester, je partagerai mon écran pour vous montrer quelques petits outils. Donc, si vous vous relisez, donc est-ce qu'il y en a d'entre vous qui, mettons, si vous relisez un article, à un moment, vous allez l'imprimer, faire des corrections et ensuite les intégrer? OK, je vois que Yannick et Laura disent oui. Est-ce que vous commencez, après vous rentrez les changements, Sabrina aussi, vous rentrez les changements dans votre document Word, est-ce que vous commencez par le début ou par la fin? Habituellement, je commence par le début. Erreur. Non, c'est une blague. C'est pas une erreur, mais c'est un petit truc auquel moi, je ne travaille jamais papier. Mais récemment, j'aidais un ami à faire des coupures dans son mémoire de 200 quelques pages et ça m'a fait penser à ça. Il faut commencer par la fin pour la raison suivante. Quand vous commencez par le début, après ça, tout le reste n'est plus à la même pagination. Donc, supposons que vous supprimez un paragraphe et là, vous regardez, à la page 5, j'avais une virgule à enlever. Bonne chance pour retrouver la virgule. Si vous commencez par la fin, chaque fois que vous avancez dans le mémoire, tout reste exactement à la même place. Donc, un petit truc bonus pour faire gagner un petit peu de temps. Donc, faites tous vos changements de la dernière page. Et quand vous arrivez à la première, tout est encore exactement, je ne sais pas si je m'exprime clairement, mais toute la mise en page est exactement la même. Donc, vous pouvez toujours trouver à la 3e ligne, je voulais changer telle affaire. Donc, un des trucs, c'est se relire papier. Et maintenant que vous savez qu'il faut après ça entrer les révisions en commençant par la fin. D'autres trucs pour se relire, mais se relire et faire des changements et pas juste parce qu'on s'habitue à notre propre texte. Lire à voix haute, c'est sûr, vous avez déjà entendu ce truc, mais un que je trouve moins connu, c'est changer de fonte, changer les marges, changer de couleur. L'idée, c'est de réduire le niveau de reconnaissance du texte ou de familiarité avec le texte pour vous faire lire comme avec un regard nouveau. De même, pour éditer un texte, surtout pour les coquilles, souvent on recommande de commencer par la fin. Évidemment, vous ne pouvez pas le lire à l'envers. Vous lisez le dernier paragraphe, ensuite l'avant-dernier paragraphe. Vous pouvez lire paragraphe par paragraphe. L'idée étant de se concentrer sur les coquilles et pas d'être comme happé par l'histoire de votre recherche. Donc ça, c'est un truc que j'ai déjà utilisé quand je veux vraiment être sûre que je me concentre seulement sur les coquilles ou le style, de lire en commençant par la fin. Alors, je vois un commentaire. Je dis sur Times New Roman, pour changer, je pourrais trouver une police vraiment différente. Exactement. Donc, si tu veux relire ton texte avant de l'imprimer, tu pourrais changer la police. Ça va changer un peu la taille. Et
j'avoue que je ne l'ai pas testé en version imprimée parce que j'utilise vraiment le papier. Mais des fois, quand je me dis, mon Dieu, j'en dirais que je l'ai trop lu, tu dis, j'en dirais que je l'ai trop lu puis je ne vois plus rien. Ben ça peut aider à. Donc, tu le mets en Helvetica et là, tu vas te sentir moins familière avec le texte, tu vas comme y porter plus attention. Notre cerveau est fait pour ne pas porter attention aux choses familières. Sinon, on aurait trop d'input constamment et on ne pourrait pas survivre. OK, je vais vous montrer un petit quelque chose qui s'appelle The Writer's Diet, qui malheureusement fonctionne juste en anglais. OK. Et là, ce qu'on voit, c'est que cet outil va me dire si j'ai des choses qui devraient être changées. Donc, regardons les be verbs, c'est are, is, donc c'est des verbes qui sont faibles. Donc, vous pourriez en français vous dire est-ce que j'utilise c'est. Cela est, c'est un peu faible. Ça montre les prépositions également, qui pourraient être de trop, mais ce que vous voyez que j'ai le plus de problèmes, c'est les noms zombies. Donc, ça, c'est ce que je vous disais plus tôt, c'est des mots qui finissent par ans, yon, ti, et qui pourraient, on ne peut pas nécessairement toutes les enlever. Par exemple, consciousness raising, c'est comme ça que ça s'appelle, je ne vais pas le changer, mais je peux me demander si certains de ces mots peuvent être changés. Et des fois, on les garde. Évidemment, c'est un robot, là, donc des fois, on les garde et ça ne va pas nous dire à 100%, mais ça peut attirer notre attention sur des mots qui pourraient être à changer et à trimer. À ce stade-ci, j'ai communiqué pas mal tous les trucs que j'avais à vous donner. J'espère que c'est utile. S'il y en a que ça intéresse, vous pouvez rester, je vais vous montrer un petit peu mon petit éditeur que j'ai fait pour vous montrer de quoi ça aurait l'air. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis amusée à faire un petit éditeur et je n'ai pas de notion de programmation. Donc, ça, j'avais le goût d'apprendre à programmer. Donc, c'est très mal fait, il y a plein de problèmes, mais je trouvais que c'est quand même intéressant de vous le montrer. Et puis, je ne m'en sers pas directement pour éditer mes textes, c'est vraiment plus pour un défi de fun, mais ça peut vous donner une idée là, de comment voir les choses. Donc, j'ai différents programmes, puis je vais vous les montrer un petit peu. Donc, j'ai longueur des phrases. Et ici, les phrases sont surlignées de couleurs différentes selon leur longueur. Et il y a des problèmes avec les titres et les 2 points, là, mais ça, c'est juste parce que je ne l'ai pas comme très bien programmé. Si quelqu'un dans la salle a le goût de développer une app qui fonctionne bien, je pourrais s'en parler. Mais dans le fond, moins de 20 mots, c'est en rouge, 20 à 35 mots en orange, 35 à 45 mots en jaune et plus de 45 en vert. Et j'ai fait mettre un petit signe de dièse quand il y avait 3 phrases de la même longueur qui se suivent. En passant, je ne sais pas si des fois, vous écrivez des textes et vous surlignez en jaune pour vous rappeler d'y revenir. Un truc vraiment excellent que j'ai eu, Nami, c'est de mettre un dièse à la place. Et comme ça, quand j'envoie ce qu'on ne peut pas l'oublier, à chaque fois, avant d'envoyer ou d'imprimer un texte, je vérifie toujours s'il reste des dièses. Ça marche vraiment mieux que les surligner. Donc, je vais vous donner un exemple d'une phrase trop longue. Donc ici, je l'ai rendue longue artificiellement là, pour les fins de l'exemple, mais c'est surligné en vert. C'est certainement plus de 40 mots. Et idéalement, ce qu'on ferait, c'est que je la couperais en 2. Je vais vous donner, ce qui est plus intéressant, je pense, c'est que je vais vous montrer l'exemple de plusieurs phrases de même longueur qui se suivent. Ah, non, c'est juste là. OK. Donc ici, mon éditeur me met ce petit signe pour me dire que j'ai plusieurs phrases d'à peu près même longueur qui se suivent. Je vais vous les lire et vous allez voir qu'est-ce que je veux dire par la monotonie qui peut se développer. In Canada, there are no longer any marital rape exemptions or formal distinctions between prosecuting a stranger, a partner, or a husband. C'est une phrase moyenne. Ensuite, committing violence against an intimate partner is even an aggravating factor as sentencing. As we have seen, it was not always like that. Canada's marital exemption was only abolished in 1983. Less discussed is the fact that more subtle marital exemptions have crept up in our laws as recently as 2008. At that time, Parliament raised the age of consent from 14 to 16 years old. C'est correct comme texte, ça se lit bien, mais ça pourrait être bien d'avoir une toute petite phrase un peu pour dramatiser
ou une phrase un petit peu plus longue pour éviter d'avoir comme ça plusieurs phrases de longueur un peu moyenne qui se suivent. Je vais vous montrer mes autres. Ça, en plus, pour m'amuser, parce que je trouve ça le fun de faire ça, fait que ça me fait plaisir de vous le montrer. Donc, j'ai une fonction Find Long Sentences qui va me trouver des phrases, je ne me rappelle plus, c'est peut-être plus de 50 mots ou plus de 60 mots. Donc, ici, une phrase trop longue. Qu'est-ce que j'ai d'autre que je peux vous montrer d'intéressant? En même temps, ça me rappelle des trucs que je ne vous aurais peut-être pas donnés. Ah, j'ai une liste de mots trop utilisés que l'éditeur va me trouver. Par exemple, purpose, un mot un peu vide qu'on utilise trop. This ou these, we. Donc, ça, c'est ça. Ça, c'est les mots. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est. Est-ce que j'ai la liste de mots trop utilisés? Je pourrais vous la fournir, mais voyez, OK, par exemple, situation, very et different, c'est tous des mots un peu qui n'ont pas beaucoup de sens et qui sont surutilisés. Donc, si je vois une phrase qui est The situation is very different. OK, je pourrais dire there's a contrast. Je pourrais utiliser un mot de this situation contrasts with. Je pourrais dire the law. Je pourrais enlever tous ces very. It's a very serious crime. Généralement, quand vous avez un adjectif, si vous voulez que ce soit fort, c'est mieux de ne pas le qualifier. La raison est la suivante. Si je dis serious, ça donne l'impression que la chose est soit serious, soit pas serious. Donc, celle-là, elle est serious. Mais si je dis very serious, ça donne l'impression qu'il existe une gradation de sérieux. Et donc, c'est plus un absolu. Donc, c'est pour ça qu'il est recommandé d'éviter cette un peu qualification de certains adjectifs. Donc, vous voyez, je vous passe un petit peu des exemples de mots qui pourraient être enlevés parce qu'ils sont surutilisés. Généralement, ceci, cela, this, that, à éviter dans vos textes. Le passif, ça, les gens ont beaucoup d'opinions sur la voix passive. Généralement, à éviter, sauf si vous voulez mettre l'emphase sur la situation et non pas l'acteur ou l'actrice. Donc, l'exemple classique, c'est des erreurs ont été commises. On peut vouloir dire ça au lieu de j'ai commis des erreurs parce qu'on veut effacer l'agente, parce qu'on ne veut pas montrer qu'on a commis des erreurs. Donc, ça serait une façon d'utiliser le passif qui est volontaire. J'ai pensé aussi plutôt, il a été démontré par Zakour que telle affaire. Si vous voulez mettre l'accent sur quelque chose qui a été prouvé, mais si vous pourriez dire aussi Zakour a démontré que, et là, ce serait juste comme une personne a prouvé telle affaire, c'est peut-être pas si fort. Donc, ça, c'est des exemples où vous pourriez vouloir utiliser la voix passive, mais comme vous voyez, je l'utilise beaucoup dans mes textes, mais des fois, c'est des citations et ça peut être préférable, là, au lieu de dire que these experiences are normalized, je pourrais dire qui les normalise. Donc, un autre truc à garder en tête. J'ai presque fini. Je note aussi dans mon programme les négatifs parce que des fois, il y a trop de négatifs et ça peut être intéressant d'écrire la phrase positivement. C'est pas sombre, c'est clair, par exemple. Je note aussi les prépositions parce que des fois, elles sont juste vraiment trop abondantes. Surtout, comme je disais, si on répète plusieurs prépositions dans une phrase. Je note aussi les longueurs des paragraphes. Idéalement, vous voulez à peu près 8 à 15 lignes par paragraphe. Plus que ça, rappelez-vous, des gens peuvent vous lire sur leur téléphone. Ça prend toute la page et c'est désagréable. Donc, j'ai demandé à mon éditeur d'identifier s'il y a des paragraphes qui sont soit moins de 8 lignes ou plus de 15. Et je vais vous montrer l'exemple des zombies. Donc, conclusion, contradiction, institution. Ce serait des objectifications, communication, relation, normalisation. Vous pouvez voir que j'utilise vraiment beaucoup de mots zombies. Et donc, ça c'est un exemple par hasard, là, mais the normalization of sexual aggression impacts our society's perception of instances of partner sexual violence. On pourrait clairement faire quelque chose où il y a perceive et normalize
au lieu de mettre tous ces mots zombies. Donc, un peu des petits trucs là, pour avoir des textes qui coulent mieux. Donc, voilà mon modeste éditeur qui marche à moitié, mais que ça m'a comme amusé. Là. Vous pouvez voir les prépositions et un jour peut-être à développer dans un éditeur qui a de l'allure, mais c'était plus pour vous donner l'idée. Donc, c'est tout pour cette présentation. J'espère qu'il y a au moins quelques petits trucs qui vous ont été utiles ici et là pour au texte. J'avais proposé, s'il y en a qui voulaient m'envoyer un texte pour être révisé live et trouver des garden path sentences et des mots zombies, mais personne ne l'a fait, donc peut-être une autre fois. Et voilà, merci de votre présence. Et puis, ça m'amuse de faire ce genre d'atelier, donc j'en referai peut-être dans les prochains mois.